fin du mois de juillet, début août, ce sera le début des Jeux olympiques à Paris en 2024. Parmi tous ceux qui ont fait le relais de la flamme, il y en a un qui a marqué littéralement mon attention. Son nom est Philippe Croison. Cet homme exceptionnel a vécu un parcours difficile, ayant perdu ses 4 membres à la suite d'avoir été électrocuté sur le toit de sa maison, alors qu'il croyait qu'il n'avait plus d'espoir de vivre. Il a vu une jeune fille de 15 ans parcourir la Manche à la nage. Et c'est ce qu'il a décidé d'accomplir malgré son handicap. Grâce à cela, aujourd'hui, il est devenu un véritable modèle pour toutes les personnes handicapées en France, en lançant des livres, devenant même chroniqueur et bien d'autres choses encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a réussi ce que peu de gens ont fait. Il a été relayeur de la flamme dans la partie de la région de Charente et il a réussi ce que peu de gens ont réussi à faire aujourd'hui. Félicitations Philippe et continue ce que tu fais. Tu es un véritable exemple pour nous tous. Je ne recommanderai jamais les artistes américains qui participent à des événements tels que le Met, qui a comme but de se mettre glamour en se montrant magnifique, belle et riche, comme Crésus, pour donner financièrement à un musée comme le Smithsonian, alors que les États-Unis, autant que le Canada, font partie de ces pays les plus pauvres du monde, où on ne peut pas se payer un toit pour pouvoir manger quelque part, où se déroulent de nombreux crimes, car on ne respecte pas les gens de couleur ou les autres cultures qui ont eu lieu. Donc, avis à tous ces gens-là, vous savez que toutes vos robes et vos magnifiques costumes pourraient servir à une personne à nourrir dans votre ville, et même ailleurs où il y a la guerre présentement. Pensez-y bien. Vous savez, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que lorsque des fraudeurs utilisent l'image d'un artiste populaire, comme au Québec, pour donner des cadeaux et des choses qu'ils n'oseraient jamais demander à personne. Dernièrement, il y a une artiste québécoise issue d'un groupe musical dont le chanteur nous a quittés en fin d'année 2023, qui a reçu des cadeaux qu'elle ne voulait pas avoir, dans des cartes de crédit et des produits qu'elle ne voulait pas parce qu'un fraudeur s'est fait passer pour elle, lui aurait demandé de faire. Peu importe la situation, faites-vous pas avoir par ce genre de fraudeurs, autant sur le web qu'au téléphone. Ils sont prêts à vous détruire votre vie au lieu de vous respecter. Donc, je vous en prie, ne le faites pas! Depuis la comédie musicale Mean Girls, le public subit le musical phobia, la peur des comédies musicales au cinéma. Le dernier projet annoncé, Wicked, en subit cette règle aussi. Je vous rassure, je n'ai rien contre Ariana Grande et les artistes qui ont fait ce film. Mais le problème des comédies musicales, on n'annonce plus dans les BA ce qui est prévu, pour plus perdre de l'argent et qu'on le juge sur les réseaux sociaux. Wicked est la comédie musicale la plus célèbre de Broadway des années 2010. Elle est connue par une actrice bien célèbre, Idina Menzel, connue pour Let It Go. Elle n'a pas été adaptée en français pour l'instant et c'est juste la partie 1 qui est annoncée cette année. Il sera réalisé par John Chu qui a réalisé le deuxième film de Justin Bieber, G.I. Joe Conspiration, le moins bon de la licence. Et en comédie musicale, on lui doit Danser dans les rues 2 et 3, le mauvais film de Jamie Hologram, Crazy Rich à Singapour et il a fait Indie Egg qui est le pire échec au cinéma de 2020, donc réaliser une comédie musicale en 2 parties, ça commence mal. Si vous n'aimez pas ce genre, allez-y pas, mais si vous aimez ce genre irréel et fou du Magicien d'Oz, ça va sûrement vous plaire. Voilà, c'est gros mythes, ces deux inséparables personnages créés par le regretté Nick Parks vont faire un retour dans un nouveau court-métrage de la BBC à l'hiver prochain en 2025, nommé The Vengeance Must Falls, la vengeance doit voler. Où cette fois le terrible Feeder McGraw, le manchot voleur du court-métrage Un mauvais pantalon, fera son grand retour à la télévision. Apparemment, ce dernier est capable maintenant d'hypnotiser les gens et réussir à leur donner des ordres par la pensée. Mais quel plan machiavélique va-t-il lancer cette fois-ci? C'est ce que nous saurons à l'hiver 2025. Cependant, j'aimerais un petit aparté pour découvrir pourquoi le personnage de Wallace a plus de 4 voix françaises dans les courts-métrages et films, dont celles de Francis Lax, Gilbert Lévy, Yves Benetton et Jean-Loup Horowitz, alors qu'en VO, il a toujours été doublé par Peter Sallis. J'aimerais savoir pourquoi. Expliquez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Connaissez-vous La Reine des Neiges en japonais? De la version Disney en japonais. Je parle de la version animée en japonais, sortie en 2005. Cette version animée au Japon a plus de 20 ans cette année et se rapproche beaucoup plus du conte du créateur danois Hans Christian Andersen que celle produite par Disney. Elle raconte l'histoire de Gerda, une petite fille de 11 ans qui partira sauver son ami Kai, victime d'un sort qui l'a rendu froid comme la glace, étant devenue l'esclave de la Reine des Neiges. Alors qu'on la force à devenir une femme et à l'oublier, elle ne désire pas l'oublier et elle partira en voyage
pour le ramener auprès de sa famille. Cette série japonaise mélange non seulement le conte en question, mais tous les contes du conteur danois, que ce soit la petite sirène, la petite marchande d'allumettes, le soldat de plomb, jusqu'à des contes faits pour les adultes comme les souliers rouges. Si cette version paraissait parfaite au prime abord, la deuxième partie ralentit l'histoire et fait qu'on s'ennuie un peu plus par la suite. C'est la dernière série faite pour un public occidental créée par Osamu Tezuki et Akio Tsujino, les créateurs entre autres de Rémi sans famille, Lady Oscar ou encore L'île au trésor. C'est pour ça qu'elle n'a jamais débarqué en Occident, hormis la Corée du Sud qui verra son score descendre à la télé l'année suivante. Bref, elle reste une curiosité à découvrir et elle n'est jamais sortie de façon officielle sur des plateformes de streaming. Les épisodes sont disponibles sur YouTube, sous-titrés en anglais seulement avec une qualité discutable. Donc, avis à ceux qui veulent la découvrir maintenant. Aujourd'hui, c'est une grande nouvelle. Coyote vs. Acme va enfin sortir au cinéma et le film est enfin sauvé! Enfin, le film Coyote vs. Acme va enfin sortir au cinéma en 2026. C'est enfin le distributeur Ketchup Entertainment qui a réussi à faire un deal avec Warner Brothers pour une somme assez énorme pour enfin le sortir partout dans le monde. Évidemment, en France, ça va être évidemment le Pacte qui va évidemment le reprendre, on l'espère. Mais au Québec, ça reste encore un peu incertain. Le dernier film, Daffy et Porky sauvent le monde, a été distribué par Equinox Film dans quelques salles. Mais là, il faudrait que le film sorte partout au Québec. Parce que vraiment, ce film, tout le monde doit le voir. Tout le monde! Et j'espère vraiment que vous y serez. Disney blâme directement Rachel Zegler d'avoir démoli le film Blanche-Neige en elle-même et avoir fait perdre 200 milliards de dollars à la compagnie. Alors, oui, je suis d'accord, on lui en veut d'avoir raconté de tels propos durant la production du film Blanche-Neige et d'avoir changé l'histoire selon sa convenance, mais esthétiquement, ce n'est pas juste Rachel Zegler la faussée de cet échec. C'est Disney en eux-mêmes qui en est le vrai coupable. Déjà, c'était une idée absurde de l'adapter à nouveau en film live, quand on sait que les deux films précédents sortis 10 ans avant avaient reçu les mêmes critiques, alors que vous le faites uniquement que pour l'argent. Par ailleurs, anecdote réelle, le premier film live de Blanche-Neige est un plus grand échec que ce film-ci, car devinez qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui est allée le voir au cinéma, nul autre que Walt Disney. Quand il a fait son film d'animation en 1937, il voulait faire comprendre que l'animation pouvait permettre beaucoup plus de perspectives et de choses que de le transposer en live. Par ailleurs, Walt Disney détestait les remakes en live action. Devinez pourquoi les pingouins dans Mary Poppins étaient animés et non par de vraies personnes. Tout simplement qu'il voulait démontrer que l'animation pouvait obtenir des objectifs plus grands que de le faire maintenant en CGI aujourd'hui, contrairement à ce que P.L. Travers prévoyait pour l'histoire de son roman. Et ce genre de problème ne s'est jamais réglé dans tous les remakes qui se sont succédés. Donc, non, esthétiquement, la faute d'avoir perdu 200 milliards de dollars, c'est vous-même Disney d'avoir mal agi ainsi, et c'est pas uniquement Rachel Zegler la seule coupable dans cette histoire. J'aimerais bien qu'elle fasse une poursuite devant le jury avec tous les autres acteurs et actrices qui ont personnifié vos rôles dans vos remakes live, pour que vous vous rendiez compte que ce que vous faites, c'est pas vraiment très bon. Quand je pense que le prochain film que vous lancerez sur Lilo et Stitch, je crains les mêmes critiques sanglantes que pour le remake du Roi Lion de 2019. Le scandale entourant le remake de Blanche-Neige de Disney est vu par beaucoup de fans de Disney que ça laisse aucune liberté de création dans leur adaptation de contes de fées, et c'est tout à fait vrai. Lorsque j'ai vu l'adaptation de Guillermo del Toro de son Pinocchio à lui en 2023, je me suis dit qu'il était temps à moi aussi de me lancer directement dans ma propre réadaptation de contes populaires que Disney avait déjà fait dans le passé en racontant une nouvelle histoire avec une plus grosse liberté que le film et le remake de Disney en lui-même. D'ailleurs, je vous implore, au lieu de laisser Disney faire leur propre remake live-action de contes de fées n'ayant aucune liberté artistique dans sa création, créez vous-même votre propre version du conte ayant une plus grande liberté artistique. Évidemment, un de ces jours, ils vous copieront votre histoire s'ils le veulent à cause de leurs avocats, mais réfléchissez à une chose, qu'à un moment donné, ça se retombera directement dessus contre eux. La meilleure solution, c'est de les laisser faire, s'empêtrer dans leurs propres problèmes à eux. C'est vous-même qui l'emporterez au lieu que ce soit Disney.
C'est ce que j'ai fait avec Gabriel et Raphaël, l'autre conte de Cendrillon, un remake du conte de Cendrillon que j'ai créé moi-même en m'inspirant de l'œuvre de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre. Cette fois, elle raconte les aventures du prince charmant qui se nomme ici Gabriel, qui n'est pas le prince qu'on se l'imagine étant méchant, sarcastique et imbu de lui-même, et de Raphaël étant plus gentil, rêveur et affectueux, et qui va prendre la place du vrai prince charmant étant amnésique durant la fête où il rencontrera sa douce moitié Cendrillon, ou de son vrai nom inventé pour l'occasion, Sandrine de la Mare, ne sachant pas ce qu'elle est réellement. Si ça vous intéresse de lire ma propre version de Cendrillon, le lien sera inscrit en bas de la description de la vidéo. Merci de votre attention et bonne journée à vous tous!